Je ne sais pas s'il faut condamner les réseaux sociaux. Bonsoir, Monsieur Fortuné Massamba. Je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui nous ont rendus fous ou on a toujours été malades, des malades mentaux depuis l'esclavage. Parce qu'il y a des choses qu'on voit actuellement au Congo qui m'inquiètent surtout. Parce que je suis Congolais de souche, comme j'ai toujours dit, et que j'ai qu'un seul pays, c'est le Congo-Brazzaville. C'est là-bas que mes ancêtres sont nés et ils n'ont jamais bougé. C'est là-bas que Dieu les a créés et eux, ils ont créé des villages et ils ont créé des lignées et moi, je sors de là. Donc, ce qui concerne le Congo me regarde. Le Congo-Brazzaville me regarde. Ce que je suis en train de dire, il faut que le gouvernement congolais sache une chose. Parce qu'il y a un peu le bordel maintenant. Des étrangers qui viennent parler du Congo, qui poussent les Congolais à la haine. Il faut condamner ce genre de comportement. Déjà, il faut que les gens sachent que le Congo, pour être Congolais, c'est un droit de sang. C'est pas un droit de sol. C'est un droit de sang qui permet à un Congolais d'être Congolais. Donc, soit tu dois être de mère ou de père congolais pour prétendre être Congolais. C'est-à-dire, ce minimum-là, il faut l'avoir. Le droit de sol n'existe pas au Congo-Brazzaville. D'abord, ça ne doit pas exister dans la mesure que le Congo n'a jamais colonisé un pays. Le Congo n'a jamais exploité aucun pays. Le peuple, les royaumes du Congo qui étaient là avant, sur ce territoire-là, n'ont jamais conquis d'autres pays. C'était des peuples paisibles et donc le Congo ne doit rien à personne. Donc le droit de sol n'existe pas au Congo-Brazzaville. Tu peux naître au Congo-Brazzaville, ben si tu fais 1000 ans au Congo-Brazzaville, tu dois faire une demande de nationalité. Tu dois tenir compte de ce que tu as fait au Congo et ce que tu as apporté aux Congolais pour qu'on puisse statuer sur ton cas de naturalisation. Mais le droit de sol n'existe pas au Congo. Parce que nous ne devons rien aux autres. Nous n'avons pas été des colonisateurs, nous n'avons pas été des pilleurs, nos ancêtres n'ont jamais pillé personne. Donc nous ne devons rien à personne. Donc quand vous venez parler du Congo, surtout quand vous êtes des étrangers, alors sachez que nous, on vous calcule même pas. Vous n'avez même pas le droit de venir parler de ce qui, surtout politiquement. Et en plus des discours qui divisent les peuples. Vous n'êtes pas Congolais, vous venez pas. Je vais vous montrer d'abord avant que je puisse commencer. Mais je répète, le droit de sol n'existe pas au Congo. Tu peux naître au Congo de père et de mère étrangers, tu seras étranger. Même si tu meurs là, Malamine, c'est un étranger. Il est venu là, il est mort là, mais c'est un étranger. Pour nous, c'est un Sénégalais. Point barre. Ça ne veut pas dire que je suis contre les étrangers. Non. Ça veut seulement dire que tu peux vivre au Congo avec ta carte de séjour ou green card, comme on appelle ça dans certains pays, jusqu'à la fin de ta vie. Tu renouvelles ta carte jusqu'à la fin de ta vie. Mais le droit de sol n'existe pas. C'est le droit de sang qui fait de nous des Congolais. Mon ancêtre était Congolais. Voilà pourquoi je suis Congolais, moi. Si mon ancêtre était venu d'ailleurs, on aurait fait des papiers. Et c'est comme ça. Maintenant, je vous montre ce qui m'inquiète actuellement. Parce que ces étrangers-là, regardez ce que j'ai vu et qui m'inquiète. Ce ne sont pas des Bantous, comme vous et moi. Les Laris sont venus du Tchad et du Nigeria. Ce sont des peuples barbares. Ça, c'est un et d'ailleurs, la langue Lari ne faisait pas partie de langue parlée au Congo-Brazzaville. Ils ont pris la langue du Congo, Mounukutuba, de chez nous, et ils ont pris encore les Teke, ils ont mélangé pour créer la langue Lari. Et le tribu Lari au Congo-Brazzaville n'existait pas. C'est un peuple barbare. C'est un peuple barbare où les autres vont considérer na rang yabatutsi. Point barre. Tabanabiso, ou lia kwanga nabiso, ou mena masanga nabiso ningi bomesana, ou yana ba chemise ya bleu, ba pantalon ya orange. Ito solo na bandeko mingi ba expliquer biso ndenge bazali maltraité na Congo Brazzaville. Ba famille de famille. Ba kendaki na ngamba Brazzaville baza ko sala buye. Ndenge batu wana ba konyokola biso kuna na mboka na bango kondimate na 97 to yambaki bango to lesi bango to melesi bango. Bon, ça c'est un Zaïrois qui parle.
C'est un Zaïrois. Je pense que, vous savez, moi, il y a un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne dis pas que c'est la faute des Zaïrois. Moi, j'ai fait un peu des études sur le Zaïre. J'en ai des livres ici, qui ont été écrits par Joseph Congrade, qui est arrivé au Zaïre en 1800. Oui, je crois que c'est en 1800 que Joseph Conrad, un écrivain d'origine polonaise, qui a eu la nationalité anglaise, qui est venu au Zaïre travailler en 1800. Il était venu par bateau, en 1800 et quelques. Il a fait 6 mois au Zaïre, et il est tombé malade, on l'a rapatrié en Angleterre pour se faire soigner. Parce qu'il était venu pour le commerce, lui, dans un bateau de commerce. Et il avait écrit un livre, Au cœur de ténèbres. J'ai ici le livre, Au cœur de ténèbres. Bon, je montrerai ça la prochaine fois. Parce que le problème du Zaïre aujourd'hui, beaucoup des Zaïrois sont illettrés. Il faut se dire la vérité. Beaucoup des Zaïrois se disent, Mobutu s'est arrangé. Je ne sais pas, Mobutu s'est arrangé à ce que ces gens-là soient très bêtes. Ce que je dis, c'est la vérité. Je ne vais pas extrapoler. Quand vous lisez Joseph Conrad, vous voyez que nous aussi, on a été colonisés. Mais là-bas, c'était beaucoup plus cruel. Parce que Joseph Conrad n'était pas venu pour coloniser. Lui était venu dans la marine marchande. Il travaillait dans un bateau de marchands. Donc, lui ne faisait pas partie de ceux qui étaient venus coloniser. Et il faisait partie de ceux qui étaient venus exploiter. Et il a écrit ce livre-là, Au cœur de ténèbres. Voilà le titre de son livre, Au cœur de ténèbres. Et dans ce livre-là, si vous le lisez, si vous êtes vraiment noir, vous êtes zaïrois, vous aurez des larmes aux yeux. Il a compté les conditions dans lesquelles les colons mettaient les Zaïrois et la culture qui existait déjà au Zaïre, la violence qu'il y avait, les humiliations qu'il y avait. Nous savons tous que Léopold II avait fait couper les pieds, couper les mains aux gens qui ne voulaient pas travailler. C'est un peuple qui a été beaucoup spolié, je comprends. C'est un peuple que tout le monde s'est acharné dessus pour que ces gens ne soient pas plus développés mentalement, parce qu'ils ont tellement de la richesse chez eux. Je pense, ça c'est mon analyse simple que je fais. Donc le colon avait compris que si le Zaïrois devenait très intelligent, et que si les Zaïrois, on les laissait tranquilles, si les Congolais, les Zaïrois, on les laissait vivre tranquillement, ce sera un grand peuple. Donc ils se sont acharnés dessus, à les humilier, à couper les mains aux gens. Et ça n'a pas arrangé avec l'indépendance. L'indépendance, qu'est-ce qui se passe encore? On enlève ce qui est les vrais penseurs de ce peuple, qui sont les Lumumba, un grand penseur, un grand patriote, et les Kassavou, bon, on les a mélangés tous et on les a écartés au profit d'un homme qui avait une culture basique, moi j'appelle ça, et qui a fait que ce peuple-là, voilà, exactement. Ah, vous avez vu au cinéma, moi je l'ai ici. Bonsoir à Théophile Memba. Moi j'ai ce livre-là ici, chez moi, je l'ai lu. Il est quelque part là, je vais chercher. Donc, ils ont remplacé par un homme qui avait une culture basique et qui avait un côté pervers très prononcé, et ils l'ont mis à la tête de ce pays-là pendant des années. Et ça a donné ce que ça donne. Voilà pourquoi on arrive à voir ce genre de gens. Il n'y a pas longtemps, ce langage-là commence à prendre un peu de l'ampleur. Ces gens-là sont envoyés par une main noire qui les excite à la division du pays. Ça commence à être un peu populaire, les Lari, les Congo. On nous pousse à la division pour qu'on ne puisse pas comprendre notre pays, pour qu'on ne puisse pas aimer notre pays. C'est des techniques qu'on utilise depuis longtemps pour nous diviser. Et il faut qu'on soit vigilant. Cette fille-là a dit que les Lari, c'est du poule. Je suis Lari, comme on dit. On va faire court. Je n'ai pas honte d'être Congolais et d'être Lari. Ça, je veux vous dire la vérité. Si un jour j'avais honte d'être Lari, croyez-moi, vous l'aurez su. Parce que dans l'histoire du Congo, comme je dis, la vérité, il faut la voir en face. Les Lari n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit, quand ils ont été au pouvoir. Je vous fais simple. Nous, les gens du Poul n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit, quand ils ont été au pouvoir.
D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont exigé le départ de leur président. Youlou, ce sont les Lari. Vous voulez qu'on fasse écouter le discours de Youlou? Quand les Lari, peut-être, moi je ne sais pas là à cette époque-là, sûrement les Lari avaient constaté que Youlou commençait à prendre l'argent de la caisse, ils se sont révoltés. Donc il faut déjà les féliciter de ce moment-là. C'est pas n'importe qui. En tout cas, on a vu ça avec les autres qui ont commandé ce pays-là. Aucun de leurs ethnies ne se révolte contre le régime, quand il y a des bavures ou quand il y a des vols d'argent public. Mais les Lari, ils l'ont fait. Massamba Deba a commandé ce pays-là. Il n'a jamais exterminé les gens. Il n'a jamais divisé ce pays-là. Et si aujourd'hui il y a eu des élections présidentielles au Congo-Brazzaville en 92, vous les plus jeunes, vous devez savoir que le Premier ministre était Lari, tout est du poule. Il a organisé les élections normalement, dans toute la transparence possible, et il a remis le pouvoir. Donc, quand vous partez chercher, il faut étudier, les gars. La vérité, elle est bonne. Il faut être de la vérité. La vérité vous délivre. La vérité vous soulage déjà, mentalement. Je ne sais pas pourquoi nous, les Africains, n'aiment pas l'intelligence. C'est beau d'avoir, je sais pas. Moi, je côtoie beaucoup de gens ici de divers horizons qui sont suffisamment intelligents, mais on peut rester des heures à parler. On apprend des choses. J'ai des amis marocains qui sont des professeurs quand ça soit boire un verre. J'apprends des choses. C'est merveilleux d'être entouré de gens intelligents. J'ai comme l'impression que chez nous, on fuit l'intelligence. Quand les gens parlent d'intelligence, là, ils sont mal à l'aise. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle de la bouffe, on parle de la musique, on parle du football et on parle des femmes. Mais c'est dangereux. On ne peut pas créer un pays en aimant les futilités. Tout ce qui se crée au monde, là, même les Français, c'est parce que c'est des gens qui travaillent dur, qui valorisent la connaissance. Chez nous, on a comme impression, plus que tu es bête, plus que tu es aimé. Et dans tout ça, nous avons des dirigeants qui ne prennent pas des mesures contre ce genre de discours-là. De division. Le Lari n'est pas supérieur à quelqu'un d'autre. Le Lari n'a jamais rien fait de mal. Bon, je dis pas de mal, vu qu'il y a eu la guerre au Congo et qu'eux-mêmes, ils étaient impliqués. Mais politiquement, quand ils ont été aux affaires, ça a été des gens exemplaires. Ça, tout Congolais le sait. Et tout Congolais le sait du nord au sud, de l'ouest à l'est. Youlou a déporté des Lari, ce qu'on appelle les corbeaux. C'était ses propres parents qui ne voulaient pas se soumettre à la loi, qu'il avait déporté partout au nord et au sud. Donc, quand vous faites ce genre de discours, moi, je trouve que je dis, hein, moi je dis aux autorités, moi je dis aux gens du PCT, même si vous volez beaucoup d'argent, même si ce pays-là ne vous intéresse pas beaucoup, mais faites en sorte que le jour que vous ne serez pas là, qu'on puisse au moins être fier de quelque chose que vous allez nous léguer. Au moins l'unité nationale. Ça sera quelque chose qu'on gardera de vous. Il faut léguer à ce peuple-là, parce que tôt ou tard, vous allez partir. Tôt ou tard, il y aura un autre schéma politique au Congo. C'est comme ça. Dans le monde entier, c'est comme ça. Tout pouvoir est éphémère. Depuis l'Antiquité. Ici en France, ça a été pareil aussi. Il y avait des rois, il y avait des empereurs. Aujourd'hui, il y a eu des généraux au pouvoir. Aujourd'hui, on a des civils. C'est la 5e République aujourd'hui. Tôt ou tard, les Congolais aussi vivront cette métamorphose-là. C'est malheureux. Parce que si vous commencez à... Maintenant que vous savez que ce pays-là est en train de bouger, ou soit vous sentez quelque chose et vous balancez le débat tribaliste sur la table pour que les gens... Parce que quand les gens sont bêtes, ils prennent tout. Pour que les gens puissent s'intéresser à ça et qu'on puisse un peu s'entretuer ou je sais pas, pour que vous puissiez dire non, nous incarnons la République et que nous qui pouvons faire la paix de ce pays-là, c'est faux. Parce que moi, je suis contre tout ce qui divise les Congolais, surtout quand ils viennent d'ailleurs. C'est pourquoi je répète que le Congolais, c'est un droit de sang, c'est pas un droit de sol. Chez nous, on n'a jamais colonisé qui? Personne.
Le Congo n'a jamais envahi un pays étranger. Le Congo n'a jamais pillé un pays étranger. Pour être Congolais, c'est un droit de sang. Si vous ne comprenez pas le droit de sang, je vais vous faire simple. Il faut que vos ancêtres soient nés là et que vous ayez transmis cette nationalité-là par votre père ou par votre mère ou par les deux. Point barre. Mais quand vous venez de l'étranger, vous emmenez votre femme, vous vous installez là, vous faites du commerce, vous faites des enfants, vous deux, vous n'êtes pas Congolais. Vous ne le serez jamais. Ça, il faut vous... Peut-être que le PST l'axé sur ça, mais les gens comme nous, on fera très attention sur ça, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Vous savez que nous avons beaucoup de choses à refaire de ce pays-là. Nous avons beaucoup... Bonsoir, Eloge. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, si vous voulez saboter ce travail-là par le tribalisme que vous êtes en train d'injecter à des inconnus pour qu'ils viennent parler du Congo comme si c'était leur pays, nous n'allons jamais tomber dans le piège. Le Congo est un pays indivisible. Il n'y a pas une ethnie qui est plus grande que l'autre. Et les Lari ne sont pas là pour... C'est pas une ethnie qui est belliqueuse ou qui tue les autres. Ça n'existe pas. Les Lari ont toujours été des gens accueillants. Donc, n'allez pas là. Et de toute façon, tout le Congo, c'est comme ça. Nous n'avons jamais eu de guerre au Congo. Nos ancêtres n'ont jamais pillé les uns et les autres. Ils n'ont jamais été en guerre les uns contre les autres. Ça n'a jamais existé avant que le colon arrive sur le sol. Donc ce discours-là que vous êtes en train de faire germer, que vous êtes en train d'infiltrer dans la communauté congolaise, ça ne passera pas. Ce piège-là, nous n'allons pas tomber dessus. Voilà pourquoi on a des débats comme ça. Je vais vous montrer. Regarde. Il compare. Regardez. Regardez, il dit les Lari, c'est comme les Tutsis. Voilà comment... Bon, on va passer. Parce qu'il fait tard, là, il faut que... Je vais vous montrer encore quelque chose que j'ai vu. Pour vous montrer que notre pays, si nous ne faisons pas attention, regardez. Chassé de son ancien parti pour intégrisme, comptable de la chute de la banque commerciale congolaise, son ancien parti pour intégrisme, Ça, c'est le comptable de la chute de la banque commerciale congolaise BCC, et qui, après les tristes événements, a cru devoir se faire une virginité politique en se confinant dans un micro-parti ethnique appelé la Chaîne. Cet éternel candidat malheureux à l'élection présidentielle n'est ni plus ni moins qu'un véritable touriste électoral. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail, appréciant cette sortie médiatique imprudente, dénonce cette fuite en avant d'un député qui avait pourtant l'opportunité de se prononcer lors de l'examen des dossiers importants de gouvernance en sa qualité de deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Bien au contraire, sa productivité à l'Assemblée nationale est quasiment nulle, avec 0 proposition de loi en 22 ans de vie parlementaire. Chassé de son ancien parti... Bon, donc là, c'est le PCT qui a chassé Joseph Kinyumba Kia Mbungu. C'est celui-là qui fait le ping-pong, là. Tantôt il est opposant, tantôt il est au PCT, tantôt il est à la mouvance présidentielle, tantôt il est opposant, qui jongle. Nous avons beaucoup de girouettes comme ça en politique. D'abord, il n'y a que des girouettes au Congo-Brazzaville en politique. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des convictions. Non seulement qu'ils ne sont pas préparés à faire la politique, ils sont arrivés en politique par alliance ethnique ou par arrivisme ou par amitié. Il y a beaucoup de choses. C'est pas des gens. Cet homme-là, ce que je vois entre le PST et cet homme-là, c'est malsain. Vous voyez, c'est tellement malsain que c'est comme si on nous élevait à être des gens, des traîtres ambulants. Moi, tel que je suis là, si j'intègre le PCT, c'est que j'ai étudié le PCT. C'est que j'adhère aux convictions du PCT. Je ne peux pas adhérer au PCT parce que j'ai un ami qui est au PCT ou qui m'a donné un fonds et puis j'intègre. Non. Tu peux avoir des amis au PCT, parce que vous êtes tous des Congolais, nous sommes tous des Congolais, on peut avoir des amis là-bas, et on discute. Mais les convictions politiques, c'est ce qui fait ton âme. Quand tu les changes,
il faut bien les changer. Il faut avoir un discours qui montre que je les change parce que... Et il faut avoir une certaine histoire, une certaine personnalité qui ne tombe pas dans le vol, qui ne tombe pas dans le vol d'argent public, qui ne tombe pas dans les arrangements de bas étage. Non. Kiambungu, Kinyumba, Kiambungu, c'est son travail. Et le PST accepte ça. Après, ils viennent se chamailler en public. Ah, et en plus, il a l'Assemblée. Et son poste d'Assemblée, c'est eux qui l'ont donné ça. Parce qu'il n'y a jamais eu des élections transparentes au Congo-Brazzaville. Mais vous savez, ce que je crains, c'est quoi? C'est que dans certaines parties de l'Afrique, la politique est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus intéressante à voir. Je regardais hier un débat qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire pour le contrôle du PDCI. Le PDCI, c'est le parti de Fouet-Boigny. PDCI RDA. Actuellement, ils veulent désigner un secrétaire général, un président du parti, pour qu'il aille aux élections en 2025. Donc, il y a deux personnes qui sont candidats. Il y a Tidjane Cham et il y a Billon. Donc, les deux se battent pour être président de ce parti. Mais si vous voyez le débat politique qu'ils présentent, ces jeunes, ils ne sont pas très vieux. Hein. Ils doivent avoir la cinquantaine. Mais si vous regardez le débat politique qu'ils présentent, ces deux-là, le débat d'idées qu'il y a entre ces deux personnes, vous êtes fiers. Ça ne suscite pas des passions guerrières. Les Ivoiriens assistent à leurs meetings, assistent à leurs débats, sans trop de passion guerrière. Juste, voilà. Tidjane Cham, on l'a accusé de ne pas vivre en Côte d'Ivoire, d'avoir vécu 20 ans à l'étranger, de ne pas participer. Il se défend avec ces débats des arguments plus ou moins convaincants. L'autre aussi accusé de faire ceci. Le débat est propre. C'est ce que nous voulons au Congo. Un débat propre, sans trop passion guerrière, sans trop de violence. Parce que chez nous, aujourd'hui au Congo, tout n'est que violence et tout n'est que rafistolage. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que chez nous, les musiciens, les artistes sont devenus comme des hommes politiques. Parce que chez nous, les hommes politiques sont devenus comme des musiciens. Ils veulent être des atalakou. On veut qu'on chante leur nom. Et c'est eux qui s'assoient avec des musiciens, qui côtoient les chanteuses, qui dansent qui couchent avec les sales filles qui dansent, là, des femmes misérables. Là. Et ça fait qu'il n'y a pas la différence de raisonnement entre un musicien zaïrois, c'est en grande majorité, qui ne sont même pas allés à l'école, et eux. Ils se partagent les mêmes femmes. Ils vont dans les mêmes endroits. Il n'y a pas de distance entre l'homme politique et l'artiste. Moi, j'appelle pas ça des artistes. Et ces gens sans éducation qui font de la musique. Parce que les gens pensent que faire de la musique au Congo et aux Zaïre, il faut en avoir. Non, c'est dans d'autres pays pour faire de la musique, il faut suivre un cheminement. Chez nous, c'est tout le monde qui le fait. Et généralement, cette musique-là est laissée aux gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Au Kuluna. Parce qu'avant, notre musique était faite par les Franco qui avaient fait des études, les Rochero, Taboulé. Voilà pourquoi on avait une bonne qualité de musique. Aujourd'hui, comme c'est fait par les Kuluna, des anciens Kuluna, ça nous donne ce que ça donne. Mais ce qui est marrant, c'est que les hommes politiques côtoient ce genre de personnalité et ça fait qu'aujourd'hui, on a un débat politique très moindre. Un débat politique qui n'attire pas, qui ne parle pas aux Congolais. Un débat politique est devenu comme un spectacle nauséabond. Voilà pourquoi on assiste à ça. C'est malheureux de voir un pays comme le Congo qui est en difficulté, qui n'a pas d'électricité tous les jours, qui n'a pas de l'eau potable tous les jours dans le robinet, et le seul débat qu'on nous propose, c'est ça. Nyumbi, Kiambungu, et le PCT joue au ping-pong. Le Congo, il n'y a pas longtemps, il y a eu des inondations là-bas. Ça, c'est des vrais problèmes. Pensez à l'urbanisation. Ça, c'est des vrais débats. Il faut que ce pays-là soit bien tracé
il faut qu'il y ait des canalisations au Congo-Brazzaville, pour que quand il pleut, qu'on ne puisse plus assister à ce genre de spectacle. Mais malheureusement, tout ce qu'on me sert actuellement sur mon pays, c'est ça. C'est ce qui est dramatique aujourd'hui, ce qui est glauque qu'on nous sert au Congo-Brazzaville. Et après, je suis tombé sur... Là, j'ai fait une synthèse parce qu'il fait tard. Et après, je suis tombé sur... Après, je suis tombé sur quelque chose. Bon. Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Je vais vous montrer. Non, c'est pas là. Après, je suis tombé sur ça. Et puis, je vais vous montrer rapidement. J'ai tellement de vidéos qu'on m'a envoyées. Et il faut les chercher. Je crois que c'est là. Chassé de son ancien... Non, c'est pas ça. Excusez-moi, les amis. Chassé de son... J'ai tellement de vidéos qu'on m'a envoyées que... Oula, c'était une vidéo intéressante. Ça m'a fait beaucoup rire, mais bon. Un service de la dette plus élevé que les ressources que nous avons. Près de 350 milliards de francs CFA, rien que pour toutes les dépenses, avec des pics parfois de 150, 180 milliards de francs CFA pour la dette, face à des ressources mensuelles qui avoisinent 120 milliards, vous comprenez que nous ayons des difficultés. Au fait, vous avez entendu ce qu'il dit, le Premier ministre. Il dit, nous dépensons plus que ce que nous avons. Donc le Congo est surendetté. Je vais vous faire écouter. C'est élevé que les services de la dette, plus élevé que les ressources que nous avons. Vous avez entendu? Vous qui dansez là, vous qui faites la sapologie là, vous qui vous insultez matin, midi et soir, notre pays est en train de s'enfoncer. Là, le Premier ministre vient de le dire. Donc, nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Et dans tout ça, ces gens-là ne veulent pas faire asseoir les Congolais pour trouver des vraies solutions. Ils ne veulent pas opter pour l'unité nationale, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse se dire des vérités pour que ce pays-là puisse changer de cap. Ils veulent se cramponner au pouvoir tout en ayant ce bilan-là qu'il est en train de dire là. Vous voyez? 150 milliards de francs CFA, rien que pour toutes les dépenses, avec des pics parfois de 150, 180 milliards de francs CFA pour la dette, face à des ressources mensuelles qui avoisinent 120 milliards, vous comprenez que nous ayons des difficultés. Pendant cette période, donc, on a vu s'accumuler les arriérés des salaires et des émoluments. Et vous le savez, l'accumulation des arriérés est aussi un mode de financement du déficit. Un service de la dette. Bon, mes chers Congolais, ça c'est le Premier ministre qui parle. Donc c'est pas Bindika Anissé qui parle de ça. Un vœu d'échec. On juge un gouvernement par le bilan. C'est le bilan qui fait que le gouvernement puisse rester au pouvoir ou pas. Nous avons un bilan chaotique, ça signifie que ces gens-là ont échoué. Maintenant, en échouant, ces gens-là ne veulent même pas prendre des mesures pour que nous puissions s'en sortir de cette situation. Donc, vu que nous sommes suffisamment endettés, ça signifie qu'il y a le taux de chômage qui est déjà largement en hausse. Donc, il y aura beaucoup de violence. Donc, nous vivons dans un climat où les enfants ne peuvent pas bien manger pour aller à l'école. Donc, c'est tout un enchaînement. En fait, ça montre que notre pays aura des difficultés demain pour avancer. Si vous voyez, si vous prenez tous les pays africains, je crois qu'il y en a 54 ou 53, nous sommes peut-être les deux derniers pays en Afrique où les salaires sont payés à compte-gouttes. Au Tchad, comment on appelle ça? Au Mali, ils ont l'embargo, au Burkina Faso, mais les salaires des fonctionnaires sont payés chaque mois. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de pays africains où on ne parle plus de salaire. C'est automatique comme en France. C'est-à-dire, si tu veux payer le 12, chaque le 12, tu as ton argent. Si tu veux payer le 5, chaque le 5, tu as ton argent. Tu veux payer le 26, chaque 26, tu as ton argent. Il n'y a que nous, au Congo,
où le gouvernement est incapable de prendre des mesures que les salaires ne peuvent plus, doivent être payés en temps et en heure. Depuis que je suis au Congo, depuis que je suis au Congo, né au Congo, non. Depuis que la démocratie est venue en 92, non. Avant la démocratie, je crois. Donc il faut compter 90 qu'on a ce problème-là. Les salaires impayés. Avant, c'était bien. Avant, les salaires étaient payés en temps et en heure. Maintenant, non. Donc, le gouvernement est conscient qu'il y a la pauvreté au Congo-Brazzaville. Parce que si les gens n'ont pas leur salaire, c'est qu'ils ne mangent pas à leur faim. C'est que leurs enfants vont à l'école le ventre vide, et ces enfants-là vont finir par abandonner l'école, ça deviendra des voyous, ça deviendra des koulounas, et c'est comme ça qu'on crée le chaos. Après, il y aura la drogue. Maintenant, actuellement, il y a la drogue au Congo-Brazzaville, parce qu'ils ont arrêté, soi-disant, la dernière fois, il y a même des fumoirs maintenant au Congo. Moi, quand j'étais au Congo, il n'y avait pas de fumoirs. Maintenant, il y a des fumoirs de drogue où les jeunes s'assoient et fument la drogue, la cocaïne, l'héroïne. Mais ce que vous oubliez, ici, il y a des drogues. Vous allez dire, oui, mais en France aussi, il y a des drogues. Parce qu'il y avait toujours le débat de comparaison, de comparer tout et n'importe quoi. Ici, il y a la drogue, j'accepte. Ici, les gens se droguent aussi. Mais ici, il y a des centres de désintoxication. Ici, il y a des anciens drogués qui reprennent la vie et qui deviennent même riches. Ici, ils ont des moyens de soigner un drogué et de le remettre dans la société. Mais chez nous, si la drogue, là, vous acceptez la drogue et la cocaïne, vous n'avez pas de moyens pour éduquer ces jeunes-là qui consomment la drogue très tôt. Ici, en Europe, ils ont les moyens. Il y a beaucoup de centres de désintox. Il y a des, comment on appelle ça? Des accompagnements chez des jeunes drogués, chez des jeunes désœuvrés. Donc, ils ont les moyens de prendre un drogué, de le nettoyer et de le remettre dans la société. Mais nous, comme on n'a pas des moyens, déjà pour payer les salaires, c'est un problème. Alors, si vous avez encore un nombre élevé de drogués, des jeunes drogués à la cocaïne, à l'héroïne, aux amphétamines, à toutes ces drogues dures-là, vous aurez un peuple de zombies au Congo-Brazzaville. Et n'oubliez pas, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les jeunes qui consomment la drogue, et c'est une étude que j'ai lue ici en France, les gens qui prennent la drogue, les drogues dures, ils deviennent homosexuels. Il n'y a aucun homme qui se tape à la cocaïne ici en France qui n'est pas bisexuel. Sachez-le que les drogues que vous consommez là, ça va détruire votre conception sexuelle, comment on appelle ça, votre sexualité. Tous ceux qui prennent la drogue en France, ils sont bisexuels. Sachez que si vous continuez à fumer tout ce qu'on vous envoie là-bas, sans avoir les moyens nécessaires de vous désintoxiquer, sachez que vous aurez une sexualité débridée. Vous allez faire des choses incroyables. On va vous faire des choses qu'un être humain n'accepte pas pour la drogue. Quand vous serez en manque de drogue, là, si vous n'avez pas des parents riches, c'est là où vous allez voir que ça va détruire votre sexualité. Déjà, ici en France, il y a une étude sérieuse qui a dit que les gens qui consomment la drogue finissent très souvent bisexuels ou soit homosexuels. Donc la drogue, elle est dangereuse. Et le gouvernement doit veiller à ce que les drogues dures là, ne rentrent pas au Congo-Brazzaville. C'est déjà arrivé, mais il faut qu'ils prennent des mesures catégoriques contre les drogues. Surtout ceux qui prennent la cocaïne, l'héroïne et les amphétamines. Ça va bousiller la jeunesse. Et comme on a un climat chaud, on aura chez nous des serial killers et des zombies dans le chemin, en ville, partout, même dans nos campagnes. Faites attention à la drogue. Ça peut être un moyen de diminuer notre population. Ça peut être un moyen de nuire à la croissance du Congo-Brazzaville. Et c'est dangereux. Maintenant, vous, les gens du PCC, vous ne croyez pas. Moi, je vous mets juste en garde. Regardez ce que j'ai vu. Pour finir, je vais vous montrer quelque chose. Pour vous faire... Et faites attention. Ce que je vais vous montrer, c'est aussi un témoignage pour moi parce qu'en 93, moi, j'ai vu
en 93, comment le Congo commençait à monter de la violence. Parce que j'étais au Congo en 93. J'ai pas été là après, vos guerres bizarres, là. Mais au commencement de la guerre de 93, j'étais là. Et j'ai vu comment ça commençait. J'ai vu comment les jeunes gens commençaient à s'armer. Des jeunes qui avaient mon âge ou qui étaient plus vieux que moi. Donc, il y avait des ninjas, des cocoys, tout ça. J'avais des amis partout. J'ai eu des amis à qui j'avais grandi, que je connaissais très bien, qui sont devenus des cocoys. Et j'ai vu des amis qui étaient devenus des ninjas. Et j'ai vu des amis à moi qui étaient devenus cobras. Bon, pas des amis, mais des connaissances à moi qui ont changé rapidement, qui ont été manipulés, qui sont entendus. Donc, je donnais un conseil aux gens du PCT qui sont au pouvoir. Je donne ça parce que vous êtes au pouvoir. Vous savez, en 93, les Congolais n'étaient pas très abrutis comme aujourd'hui. Donc, il y a eu des dégâts, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Si aujourd'hui nous ne trouvons pas de solution politique, s'il n'y a pas une vraie réconciliation au Congo-Brazzaville, et que par, vous savez, la guerre, on ne sait pas parfois, vous avez vu en Syrie, on ne sait pas qui les a donné les armes, ils sont arrivés brutalement, et le pouvoir qui était là a disparu en une semaine. Donc il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, surtout quand il s'agit de changement de pouvoir. Ne tombez pas dans l'ivresse du pouvoir, et moi je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais vous dire ce qui va se passer par rapport à cette vidéo que j'ai vue sur Internet, sur un documentaire. Je vais vous montrer et je vous dirai pourquoi j'ai pris cette vidéo-là pour vous la montrer. Où est-ce qu'on va aller? Dans la rue? Il faut qu'on rentre à la maison. Ça y est, on va rentrer à la maison. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Moi, j'ai été blessé dès ma... Regardez On bien. rentre à la maison. Ça y est, on va rentrer à la maison. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça c'est en Syrie. Moi, j'ai été blessé dès ma première Il y a les intervention enfants. sur le terrain. Il a été touché par un obus. Il a perdu la vue. Je n'ai participé à rien, j'ai rien fait. Il a été démobilisé, mais on a pu garder le logement. Cet homme est un ancien officier de l'armée de Bachar al-Assad. Il tente de convaincre ses combattants de HTC de le laisser rentrer chez lui. Merci, merci. Que Dieu protège vos enfants. La famille a fui son appartement de fonction au moment de la chute du régime. C'est bon. Ils nous ont laissé rentrer. Ce complexe abrite les logements des officiers de la 4e division, l'unité d'élite de Maher al-Assad, le frère du dictateur déchu, accusé de crimes contre l'humanité et pire ennemi de l'opposition syrienne. Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Ces femmes d'officiers sont alaouites, la minorité religieuse du clan Assad. Elles vivent recluses dans ces appartements de peur des représailles. Vous voyez, ça, si je prends cette image-là, que je la transmets au Congo, c'est pas possible. Là, c'est des gens d'Assad qui ont fui le pouvoir, c'était des officiers, et leurs femmes et des enfants. Ils arrivent à un barrage des miliciens, ceux qui contrôlent actuellement la Syrie, et on leur demande, on leur pose, et on les libère, on les fait passer. Et ils appartiennent à l'ethnie de Bachar, qui a fui, et c'était des militaires. Et leurs femmes sont là bloquées avec des enfants. Et le monsieur était militaire. Il arrive à un barrage, il dit que j'ai reçu un obus, donc je vois plus bien, et voilà. Si je prends ce cas de figure-là, je le transmets au Congo-Brazzaville, je le mets au niveau du Congo-Brazzaville, c'est impossible. C'est impossible, c'est-à-dire à un barrage des miliciens, soit des miliciens de Cocoy, à un barrage des miliciens de Cocoy, des Cocoy, j'ai bien dit, ou des ninjas, ou des cobras, on attrape un homme qui est du camp opposé, et on le libère comme ça avec ses enfants, et à sa femme, ça sera impossible au Congo. Il aurait tué l'homme devant sa femme, peut-être même les enfants, et violé d'abord sa femme aussi. Ça, je vous dis clairement, ça, tout Congolais doit, ça c'est la vérité que je vous dis. Si c'est au Congo, cet homme-là ne serait pas vivant. Parce que nous, quand il y a des situations tendues comme ça, on n'a pas de frein. Les gens ne sont pas suffisamment éduqués. Là-bas, les gens sont plus ou moins éduqués. Donc, ils savent que quand ils attrapent quelqu'un sans arme, ils savent appliquer un peu le droit international.
Ils vont te respecter d'abord, ils vont te faire asseoir. Donc, je dis aux gens du PCT, si vous créez une guerre au Congo-Brazzaville et que vous la perdez, ou soit si on vous chasse par des armes, ce cas de figure-là ne peut pas rester, ne sera pas, vu le nombre d'abrutis qu'il y a au Congo actuellement, ce cas de figure-là, si c'est un gars du PCT en train de courir avec sa femme et qui tombe sur un barrage des ennemis, je pense que ce cas de figure, retenez bien ce cas de figure-là, ça sera impossible au Congo. Parce que vous avez tellement mis des abrutis un peu partout et que ce cas de figure-là ne peut pas exister au Congo. Toutes ces femmes-là qui sont là, qui sont envoyées, toutes ces femmes-là. Par exemple, nos maris étaient officiers dans l'armée de cet imbécile. Mais nos maris... Les maris étaient officiers dans l'armée de Bachar. Et leurs femmes et les enfants sont là maintenant à Damas, aux mains des milices. Et ces milices-là ont perdu de la famille. Beaucoup ont perdu leurs femmes, beaucoup ont perdu leurs maris dans les prisons, beaucoup ont perdu... Vous imaginez? Prenez ce cas de figure-là, mes chers amis du PCT. Mettez-le dans votre tête. Que si au Congo ça change comme en Syrie, nous risquons d'avoir des choses, nous risquons de vivre des choses impossibles, des choses que nous tous nous allons regretter plus tard. Voilà pourquoi votre façon de gouverner doit attirer l'attention de beaucoup de gens, doit vous pousser à regarder ce qui se passe dans le monde et à regarder avec les vrais yeux ce peuple-là. À quoi aspire ce peuple-là que vous maltraitez? Parce que mes chers amis, quand j'ai vu ce cas de figure-là, je me suis dit, moi, j'avais pas vu toute la vie. Je me dis, ah, ils vont le tuer. Ils n'ont rien fait. S'ils avaient fait quelque chose, on ne serait pas revenus dans nos maisons. Mon mari n'a jamais tué personne. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui va arriver à nos maris. Venez voir ma maison. Comme partout dans le complexe, leur porte a été défoncée. Leur logement pillé. Ils ont piqué la télé. Quand HTC a pris Damas, on nous a fait peur. On nous a dit qu'ils allaient venir nous égorger car nous sommes la 4e division de Maher al-Assad. On a ramassé nos affaires et on est parti. Le complot. Vous voyez ça? C'est pourquoi je vous dis, ça ne sert pas d'aller chercher des choses à loin dans les choses. Les exemples sont partout. Moi, j'étais en 93 au Congo, j'ai failli être tué pour ça. Si vous demandez les gens comme les Alain, tapez sur Internet, demandez Aimé Bikuta. On a failli me tuer par les ninjas. Parce que je disais juste avec des amis en 80, on jouait au Scrabble, je disais que il y avait pas moi, il fallait pas faire des barricades comme ça, il fallait que les barricades soient faites par tout le monde. Au nord, au sud, machin, pourquoi seulement nous devons faire des barricades à Congo pendant que les autres vaquent à leurs occupations. Il y avait un ninja qui était là, et il n'était pas d'accord. Il a dû s'en infiltrer. Il a quitté Congo pour aller au quartier général pour aller chercher des ninjas pour venir me chercher. Heureusement que j'avais le réflexe des gens m'ont dit, quitte cet endroit-là, petit, sinon ils vont te tuer. Dès que j'ai quitté l'endroit, ils sont venus là-bas, ils ont tabassé les gens, pour me rechercher moi. S'il m'avait attrapé ce jour-là, pour avoir seulement boudé, pour avoir dit que non, je n'étais pas d'accord, donner mon point de vue simple, il m'aurait tué. Je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai vu à Congo, au centre-ville, comment violer les femmes congolaises, comment les Congolais violaient les femmes et comment on tuait les gens. Ça, je l'ai vu en 80. C'est pas qu'on m'a dit. Nous avons vécu des choses. Vous qui êtes nés en 97 là, vous qui n'avez pas connu 93 là, vous qui avez 27 ans aujourd'hui, ne tombez pas dans le piège de l'inconscience. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est encore doublement dangereux pour vous qui nous gouvernez au PC, vous devez savoir une chose, qu'il y a beaucoup de gens qui ont tenu des armes au Congo, qui ont tué des gens, qui ont violé les gens, qui ont pillé les gens qui se sont retrouvés en France avec l'argent de pillage. Donc, parmi les ignares là qu'il y a au Congo, il y en a qui attendent, il y en a qui les voient sur les réseaux sociaux, disant qu'elle est partie en France avec l'argent de pillage. Moi, si le jour qu'il y aura la guerre dans ce pays-là, je vais tuer les gens, je vais piller les gens pour que je fuis en France. Pour que je puisse... Parce que ceux qui ont fui, ceux qui ont tué les gens au Congo, ceux qui ont pillé les gens au Congo, qui sont en France, au lieu de la fermer, c'est les mêmes gens qui font des directs ici,
qui vantent les mérites de la guerre qu'ils ont eu à faire. Ils ont tué leur propre frère congolais. Et ils ont fui un peu partout en Amérique, en France. Ils se sont, avec l'argent de pillage, avec l'argent de crime, avec l'argent de sang, qui les a permis de traverser les frontières. Mais ces gens-là, au lieu de se taire, c'est les mêmes gens qui côtoient les hommes politiques congolais. C'est-à-dire, ils sont là, ils font des... Il y en a même qui sont là, qui sont parfois opposants, parfois ils deviennent pro-gouvernemental. Et ces mêmes gens-là, ils sont fiers d'avoir participé à une guerre qui a endeuillé leur pays. Donc, c'est des modèles pour certains voyous qui sont au Congo. Vous voyez comment c'est dangereux. Vous voyez que l'option de la violence politique ne va pas arranger tout le monde. D'abord, elle ne va pas arranger les Congolais. Ça va arranger tous les abrutis qui attendent cette occasion. Parce qu'eux, ils pensent que s'il y a une violence politique au Congo, ils prendront des armes, ils vont piller, ils vont tuer et ils vont fuir en France. Pour faire comme tous les anciens braqueurs, là, les anciens miliciens là, qui sont venus en France, qui font des directs. Qui parlent de la guerre. Non, c'est grâce à nous qu'on a vu machin. C'est nous qui avons tenu tel loin. C'est grâce à nous qu'elle est venue. Tous ces menteurs là, qui ont été au front en tremblant avec un peu macaque, qui étaient des lâches, évidemment. Tout ce qu'ils font, c'est tuer là, c'est violer et tuer. Et c'est devenu des modèles pour certains Congolais. Donc, si vous ne faites pas attention, mes chers amis du PCT, il y a des choses qui seront plus graves. Mais vous savez, il y a un problème que nous, les Noirs, on a. C'est que c'est quand les conséquences arrivent qu'on commence à prendre conscience. Je vous dis. Je pense que tous les Mobutistes, quand Kabila a négocié là, s'ils avaient négocié franc jeu, ou si Mobutu avait accepté qu'il s'est élu, qu'il s'est dit soit Premier ministre, qu'il s'est dit père, je parle, qu'il puisse accepter la démocratie quand le vent commençait à tourner, il n'aurait pas fini enterré au Maroc. Mais vous savez, comme on dit, quand les gens ne sont pas seulement intelligents, ils réfléchissent mal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que la situation soit grave et ils ont fini par fuir. Et aujourd'hui, le corps de Mobutu est toujours au Maroc, sa femme est toujours là-bas, et voilà. Et le parti est mort. Et il n'y a plus personne qui a survécu. Combien de Mobutistes ont été tués? Combien de Mobutistes ont été pillés? Tout le monde a été pillé aux Zaïre. À tel point même que ce parti n'existe plus. Vous voyez? Donc il y a des choses qu'il ne faut pas attendre. Moi, ce qui m'inquiète de les guerres, c'est qu'on a du mal. Quand il y a des guerres en Afrique, ça nous appauvrit encore de plus belle. Vous savez, dans des pays comme la Syrie, s'ils trouvent un consensus, s'ils trouvent un compromis politique là-bas, avec de nouveaux venus là, ils auront de l'argent pour construire leur pays. Parce qu'il y a l'Arabie Saoudite qui va financer. Il y a des pays, il y a la Turquie qui va donner de l'argent. C'est des pays riches, la Turquie. Hein. Ils vont envoyer des ingénieurs pour construire. Il y a les Européens, pour éviter l'immigration, ils vont injecter de l'argent. Mais chez nous, quand il y a des guerres, personne n'injecte de l'argent dans nos pays. Regardez au Soudan. Qui a donné l'argent aux Soudanais pour qu'ils construisent leur pays? Ça n'existe pas. Quel État africain noir a déjà aidé un autre État qui a été en guerre? Nous, on ne sait pas ce qu'on appelle le financement. Nous, on ne sait pas ce qu'on appelle reconstruire. Nous, on ne sait pas si vous partez en Sierra Leone, c'est pas beau à voir là-bas. Et pourtant, c'est un beau pays, il y a la mer, il y a tout ça. Mais ils n'ont pas les moyens de reconstruire parce qu'ils ont été en guerre, eux aussi. Le Libéria, pareil. Qui investit au Libéria? Chez nous, quand les gens sont riches, ils ont à peine 300 millions de dollars. Mais chez les autres, c'est pas 300 millions qu'ils ont. Vous croyez que les riches français, ils ont des milliards. Et chez eux, en Europe, en Asie, les gens, quand on dit les hommes riches, on ne parle pas des millions de dollars, on parle en milliards de dollars qui appartiennent à une seule personne. Donc, pour mettre son argent dans la construction d'un pays, il va en mettre parce qu'il en a tellement. Elon Musk, là, lui, il est capable de mettre beaucoup d'argent dans la construction d'un pays, à lui seul. Mais nous, quand on voit quelqu'un, le plus riche en Afrique, c'est qui? Oh, le pasteur en tête, il a combien? 150 millions. Mais 150 millions, c'est ce qu'on donne à un footballeur, c'est ce qu'on donne à un basketteur américain. C'est pas de l'argent. Quand aussi c'est pour construire un pays, 150 millions de dollars, c'est pas de l'argent.
C'est des milliards qu'il faut. Il faut être multimilliardaire. Nous, on n'en a pas en Afrique. Il faut qu'on puisse s'asseoir, il faut qu'on se dise la vérité. C'est malheureux, je dis bien, c'est malheureux de voir des gens. Le schéma politique en Afrique est simple. Nous sommes des peuples paisibles. Si on nous met une bonne politique, une bonne gestion, les gens seront tranquilles. Nous avons une façon de vivre qui n'est pas aussi accélérée que celle des Européens. Les Européens, ici, il fait froid. Il faut tout chauffer, il faut être rapide, il faut avoir de l'argent. Mais nous avons le soleil chez nous, nous avons la forêt, nous avons la pluie, nous avons tout chez nous. Donc nous sommes des gens paisibles. Si nos gouvernements étaient comme ceux de la Suède, ou ceux de la Finlande, ou de la Norvège, ou quoi, mais on aurait eu des beaux pays en Afrique. Pour bien commander en Afrique, il faut juste être, pour être un bon politicien en Afrique, il faut juste être un patriote. Il ne faut pas avoir cet état d'âme-là, cette façon, cette fascination qu'on a à être applaudi tout le temps ou à être aimé. Cet amour qu'on cherche à gauche, à droite. En politique, on n'a pas besoin de tout ça. En politique, on a besoin de vision, d'une vision claire et des convictions. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Les Mao, ils avaient que des convictions. Les Staline, ils avaient que des convictions. Les Ho Chi Minh, ils avaient que des convictions. C'est des convictions. Une fois que tu es sûr de ce que tu penses réellement, une fois que tu connais tes capacités, ta résistance, mais tu appliques. Je vais finir par... Je vais vous donner un exemple simple. J'ai lu la biographie de Churchill, le premier ministre anglais, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Churchill est né d'une bonne famille. Donc c'est un garçon éduqué. C'est pas un garçon, il n'a pas galéré lui. Lui, son père même, je crois, était premier ministre en Angleterre, si j'ai bonne mémoire. Churchill, à 20 ans, il est en Afrique du Sud. Donc il faut compter en 1905, je crois. Non. Bon. En 1910, on va dire. Churchill est en Afrique, en tant que militaire. En Afrique du Sud, en tant que militaire et reporter et journaliste. Donc Churchill a participé, sa première guerre, il a eu à faire ça en Afrique du Sud, il avait 20 ans, 22 ans, je crois. En Afrique du Sud, contre les Hollandais, les Boers. Et Churchill s'est fait capturer là-bas. Il a été prisonnier de guerre là-bas en Afrique du Sud. Il va s'évader. Il n'a même pas 25 ans. C'est un gamin. Il va s'évader de la prison et il va se retrouver au Mozambique. Donc, il va voler les trains. Il va changer de machin. Donc, il va vraiment se démerder jusqu'à arriver au Mozambique. Il arrive au Mozambique, il écrit tout ce qu'il a vécu en Afrique du Sud. Et il l'a envoyé en Angleterre. Et on les a publiés. Ça fait boum en Angleterre. Il a raconté le récit de la guerre, la prison, et comment il s'est évadé, et là où il se trouvait. Mais pourtant, c'était un enfant de bonne famille, mais un patriote. Et il rentre chez lui. Il est bien accueilli par les Anglais parce que c'était un brave soldat. Il a combattu, il s'est fait prisonnier, il s'est évadé de la prison, et il a raconté tout ce qui s'est passé là-bas. Et Churchill, c'est comme ça, quand il arrive, il continue sa formation et il se met en politique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill est ministre, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il est ministre. Il intègre un parti politique conservateur, il se bat, machin, il est nommé ministre. Et à un moment donné, la Première Guerre mondiale éclate, Churchill va laisser son poste de Premier ministre pour aller dans les rangs, pour aller combattre en Europe. Vous voyez cet homme-là, Churchill, que vous voyez là, il a une vie. Hein? Donc, chez nous, est-ce qu'un ministre du gouvernement peut aller au front? Churchill est allé au front. Il a même failli mourir, il a même été touché, je crois.
il a laissé, vu qu'il était formé à l'armée, il a laissé sa tenue de ministre pour aller combattre. Et jusqu'à la fin de la guerre, Churchill était là-bas jusqu'en 1918. Vous voyez? Donc, toute cette expérience de guerre, de positionnement, quand la Deuxième Guerre mondiale arrive, Churchill est nommé le jour que la Deuxième Guerre... Churchill est Premier ministre le jour que les Allemands attaquent la France et la Belgique, je crois. Vous imaginez? Il est nommé Premier ministre en Angleterre le jour que les Allemands attaquent si ce n'est pas la Pologne ou c'est la France. Dans ce climat, la lutte devient Premier ministre. Et ses convictions ont fait qu'il puisse tenir bon devant les nazis. Voilà ce qu'on appelle de l'expérience. Voilà ce qu'on appelle des convictions politiques. Voilà ce qu'on appelle des hommes politiques. Chez nous, aujourd'hui, au Congo, les gens, ils n'ont même pas de culture, ils n'ont même pas d'expérience de la vie, ils n'ont rien, et on les bombarde en politique. Mais vous croyez que si vous fabriquez vos politiciens vous-même, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est le chaos. Le résultat, c'est ce qu'on voit, des politiciens qui sont assis avec des chanteurs, qui sont assis avec des femmes, des politiciens qui sont devenus des gens banals. Un politicien doit être un politicien. Comment un politicien peut être ami avec des gens qui fument la drogue ou des koulounas? Et comment on va juger ces gens-là s'ils commettent des délits? Si vous faites du copinage ensemble, un politicien, ça reste un politicien. Il est là pour les intérêts du pays. C'est le garant de l'unité, de la Constitution. Un politicien, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser comme ça. C'est quelqu'un qui doit réfléchir tout le matin, midi, soir sur le bonheur de son peuple. Mais chez nous, les politiciens donnent l'argent aux musiciens pour qu'on chante leur nom. Chez nous, c'est leurs enfants qu'on voit dans les situations délicates. Alors, c'est quoi l'héritage du Congo de demain? Si vous êtes dans les capacités de former des gens d'expérience, si vous êtes dans les capacités de trouver des solutions au pays,